À quand remonte la dernière fois où vous étiez complètement seul, sans portable, sans musique, sans écran, sans personne autour? Vous ne vous en souvenez pas? Ce n'est pas un hasard. Pourquoi le silence nous met-il si mal à l'aise? Pourquoi fuyons-nous le fait d'être seuls avec nos propres pensées? Et voici ce qui est assez inquiétant, il y a des gens qui ne font pas que tolérer la solitude. Ils l'utilisent comme une arme, alors que la majorité se noie dans le bruit. Ils deviennent plus forts dans le silence. Et ce qu'ils savent peut changer votre vie. Être seul n'est pas un repos. Pour la plupart des gens, c'est une confrontation. Dans le silence, quand il n'y a plus de distractions extérieures, l'esprit cesse de fuir et commence à montrer ce qui a été reporté. Des souvenirs inconfortables, des décisions évitées, des versions de soi-même qui ne correspondent pas à moi, à l'image que l'on montre au monde. C'est pourquoi tant de gens craignent la solitude, non pas parce qu'ils n'aiment pas être sans compagnie, mais parce qu'ils ne supportent pas de se regarder sans filtre. Le bruit constant, les conversations vides et la stimulation continue remplissent une fonction claire, anesthésier la conscience. Tant qu'il y a quelque chose à regarder ou à écouter, il n'y a pas besoin de penser, mais ceux qui aiment être seuls font quelque chose de différent. Non pas parce qu'ils sont froids ou antisociaux, mais parce qu'ils ont appris à s'asseoir face à eux-mêmes sans s'échapper. Ils comprennent que l'inconfort initial est une porte, pas une menace. Derrière elle se trouve la clarté. Quand vous êtes seul, l'esprit ne peut blâmer personne d'autre. Il n'y a aucune validation externe qui vous sauve. Il n'y a ni applaudissements ni excuses. Il ne reste que la question essentielle. Vivez-vous en accord avec ce que vous prétendez croire? Pour beaucoup, cette question est insupportable. Pour d'autres, c'est le début d'une transformation silencieuse. Ce processus n'est pas agréable. Il exige une honnêteté brutale. Il oblige à reconnaître des erreurs, des contradictions et des peurs réelles. Mais il offre aussi quelque chose que l'on n'obtient pas en groupe, une connaissance de soi profonde, la capacité d'identifier ses propres schémas sans l'interférence des attentes d'autrui. Les personnes qui recherchent constamment de la compagnie le font souvent pour éviter cet affrontement. Celles qui choisissent la solitude, en revanche, l'utilisent comme un miroir qui ne ment pas, un espace où l'identité cesse de dépendre de regards extérieurs et commence à se construire de l'intérieur. C'est dans cet affrontement que naît la force, non pas celle qui s'exhibe, mais celle qui soutient. Et une fois que vous apprenez à être avec vous-même, sans fuir, la présence des autres cesse d'être une nécessité et devient un choix. La plupart des gens confondent indépendance et isolement. Ils croient qu'être indépendant, c'est n'avoir besoin de personne, alors qu'en réalité, c'est ne pas dépendre émotionnellement de la validation externe pour se sentir complet. Ceux qui aiment être seuls comprennent clairement cette différence. Ils ne rejettent pas les autres, ils ne construisent simplement pas leur identité à partir d'eux. Nous vivons dans une culture où l'approbation fonctionne comme une monnaie, like, message, réponse rapide. Tout renforce l'idée qu'exister nécessite d'être vu. Dans ce contexte, la solitude est perçue comme une menace, mais pour certaines personnes, c'est exactement le contraire. C'est un terreau fertile où se brise la dépendance. La véritable indépendance commence quand vous cessez de chercher une confirmation constante, quand vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit d'accord avec vous pour vous sentir en sécurité, quand votre état émotionnel ne monte ni ne descend plus selon l'attention que vous recevez. Ce point est inconfortable car il implique de renoncer à une béquille que beaucoup utilisent sans s'en rendre compte. Ceux qui ne supportent pas d'être seuls s'attachent souvent à des relations, des conversations ou des dynamiques qui drainent leur énergie, non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils craignent le vide. Ce vide pourtant n'est pas l'absence des autres, c'est l'absence de but interne et aucune compagnie ne peut combler cela de façon durable. Les personnes qui développent une indépendance émotionnelle découvrent quelque chose de puissant. Elles peuvent choisir avec qui partager du temps, choisir ce qu'elles acceptent et ce qu'elles n'acceptent pas, choisir quand se retirer sans culpabilité. Elles n'agissent pas plus par nécessité, mais par préférence. Ce type d'indépendance ne s'apprend pas en groupe. Il se cultive dans le silence, dans des petites décisions que personne n'applaudit, dans des moments où vous pourriez chercher une distraction, mais où vous choisissez la clarté. C'est là que se forme un noyau stable qui ne s'effondre pas devant l'opinion d'autrui. Quand vous atteignez ce point, un changement subtil se produit. Les gens le perçoivent, non pas parce que vous dites quelque chose de différent, mais parce que vous ne demandez plus la permission d'être qui vous êtes. Et cette autonomie tranquille est l'un des signes les plus clairs de force psychologique. Le véritable développement est rarement bruyant, il ne se produit pas devant des témoins et n'a pas besoin d'applaudissements immédiats. En fait, la plupart des changements profonds se préparent loin du regard d'autrui. Ceux qui aiment être seuls le savent intuitivement, le silence n'est pas vide, c'est un espace
espace de travail. Et dans un monde saturé de stimuli, l'esprit s'habitue à réagir, pas à créer. Il répond à des messages, consomme du contenu, s'adapte à des attentes externes, mais quand le bruit disparaît, quelque chose change. L'attention cesse de se fragmenter et commence à se concentrer. C'est là que surgit la capacité de maintenir l'effort sans récompense immédiate. Grandir en silence signifie s'entraîner quand personne ne regarde, étudier sans l'annoncer, s'améliorer sans le documenter, échouer sans explication. Cette forme de croissance est inconfortable parce qu'elle n'offre pas de validation rapide. Il n'y a pas de like pour confirmer les progrès. Il n'y a que la discipline, la répétition et la patience. Beaucoup abandonnent ici. Ils confondent l'absence de reconnaissance avec l'absence de progrès. Mais ceux qui persévèrent développent un avantage silencieux. Alors que d'autres dépendent d'une impulsion externe pour continuer, ils avancent par conviction interne et cette différence elle s'accumule avec le temps. Artistes, athlètes et penseurs de haut niveau partagent ce schéma. Ils passent de longues heures seuls à affiner des compétences que le monde ne verra que lorsqu'elles seront prêtes, non pas parce qu'ils méprisent les autres, mais parce qu'ils comprennent que l'excellence ne se négocie pas avec les distractions. Le silence renforce également la tolérance à l'inconfort. Il apprend à maintenir l'effort quand il n'y a aucun stimulus pour distraire de la fatigue, à continuer quand la motivation baisse, à faire confiance au processus même quand les résultats n'apparaissent de pas encore. Grandir en silence ne vous rend pas invisible, cela vous rend solide. Quand vous refaites enfin surface, vous ne le faites pas en cherchant l'approbation, mais en offrant quelque chose de construit en profondeur. Et cette solidité, née loin du bruit, est difficile à imiter. Quand vous êtes seul, il n'y a pas de distraction pour amortir ce que vous ressentez. Les émotions apparaissent sans prévenir et sans filtre. Anxiété, frustration, tristesse, colère. Pour beaucoup, cette expérience s'avère accablante. C'est pourquoi ils recherchent du bruit, de la compagnie ou des stimuli constants. Non pas pour profiter, mais pour éviter de ressentir. Les personnes qui aiment être seules font le contraire. Elles ne répriment pas ce qu'elles ressentent. Elles l'observent. Elles comprennent qu'une émotion n'est pas un ordre, mais une information. Au lieu de réagir immédiatement, elles créent un espace entre l'impulsion et l'action. Cet espace est un pouvoir psychologique. Contrôler ses émotions ne signifie pas les éteindre, cela signifie les traiter sans perdre de clarté. Quand il n'y a pas de public, il n'y a pas besoin de jouer un rôle, il n'y a rien à prouver. L'émotion peut exister sans être dramatisée et en lui permettant d'exister, elle perd de son intensité plus vite que beaucoup ne l'imaginent. Cet entraînement interne ne se produit qu'en solitude. En groupe, les émotions se transmettent, s'amplifient, tout se réprime selon la dynamique. Seul, il n'y a pas de miroirs sociaux. Il ne reste que la relation directe avec ce qui surgit à l'intérieur et cette relation, avec le temps, devient plus stable. Ceux qui développent cette compétence cessent d'être facilement manipulables. Ils ne réagissent pas aux provocations externes avec la même intensité. Ils n'ont pas besoin de décharger ce qu'ils ressentent sur les autres. Ils savent attendre, ils savent choisir et ce calme n'est pas de la passivité, c'est de l'autocontrôle. La plupart des gens confondent contrôle émotionnel et froideur. Mais ce n'est pas la même chose. La froideur évite de ressentir. Le contrôle permet de ressentir sans perdre de direction. Cette différence est cruciale. Celui qui fuit ses émotions finit par être gouverné par elles. Celui qui les affronte en silence apprend à les utiliser comme guide. Avec le temps, cette pratique transforme la relation avec le stress, le conflit et la pression externe. Ce qui autrefois submergeait est désormais traité. Ce qui exigeait autrefois la fuite est désormais soutenu. Et ainsi, la solitude cesse d'être un refuge occasionnel pour devenir un espace d'entraînement mental continu. La plupart des gens vivent en portant des masques, non par méchanceté, mais par survie sociale. Ils ajustent leur comportement selon l'environnement, modèrent leurs opinions, exagèrent certains traits ou les cachent pour s'intégrer. Avec le temps, cette adaptation constante crée une confusion silencieuse. Ils ne savent plus qui ils sont quand personne ne les observe. La solitude élimine ce scénario. Quand vous êtes seul, il n'y a pas d'audience à satisfaire, ni de rôle à interpréter. Les masques tombent, faute d'utilité, et ce qui reste peut être inconfortable au début, des contradictions internes apparaissent, des désirs réprimés, des valeurs qui ne coïncident pas avec la vie que vous menez. Pour beaucoup, cette découverte est inquiétante. Pour d'autres, elle est libératrice. Ceux qui aiment être seuls utilisent cet espace pour se recalibrer. Ils observent quelles parties de leur personnalité sont authentiques et lesquelles sont des réponses apprises. Ils se demandent
pourquoi ils prennent certaines décisions, pourquoi ils répètent certains schémas, pourquoi ils acceptent ce qu'ils acceptent. Ces questions ne cherchent pas la culpabilité, elles cherchent la cohérence. Découvrir qui vous êtes réellement implique d'accepter des aspects qui ne sont pas toujours socialement célébrés. L'ambition, le besoin de distance, son propre rythme, des priorités différentes. En groupe, ces caractéristiques se diluent souvent pour éviter la friction. En solitude, elles deviennent claires. Et cette clarté permet de vivre avec moins de conflits internes. Cela implique aussi de reconnaître ses limites. Comprendre ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne tolérez pas et ce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier. Cette connaissance ne naît pas d'une réflexion superficielle, mais de la cohabitation avec soi-même, de l'observation de ce que l'on ressent quand on ne joue pas la comédie pour personne. L'authenticité qui surgit ici n'a pas besoin d'être proclamée. Elle se reflète dans des décisions plus fermes, des relations plus sélectives et une vie alignée sur des valeurs réelles, pas empruntées. On ne réagit plus autant aux attentes extérieures parce que l'on sait d'où l'on opère. Se découvrir n'est pas une destination finale, c'est un processus continu. Mais sans solitude, ce processus est interrompu, avec elle, il s'approfondit. Et plus on se connaît, moins on a besoin de validation pour sentir que sa vie a un sens. La concentration profonde ne surgit pas au milieu du bruit. Elle nécessite de la continuité, du silence et du temps sans interruption. Cependant, la plupart des gens vivent en mode réactif, répondre aux messages, s'occuper des stimuli, sauter d'une distraction à l'autre. Dans cet état, eh bien, l'esprit ne crée pas, il ne fait que réagir. Ceux qui aiment être seuls protègent leur attention comme une ressource précieuse. Ils comprennent que chaque interruption fragmente la pensée et affaiblit la capacité d'approfondir. C'est pourquoi ils cherchent des espaces où le temps n'est pas divisé, où une idée peut se développer sans être interrompue par des notifications ou les attentes d'autrui. Ce type de concentration permet des connexions qui n'apparaissent pas dans la superficialité, des solutions complexes, des idées originales et des décisions stratégiques ont besoin de silence pour mûrir. Elles ne se présentent pas immédiatement, elles émergent après être restées sur un problème assez longtemps pour le comprendre sous différents angles. Beaucoup de gens confondent être occupé et être productif, mais l'occupation constante est souvent une forme d'évasion. La concentration extrême, en revanche, implique de choisir une chose et de s'y tenir, même quand cela devient inconfortable ou ennuyeux. Cette capacité distingue ceux qui progressent en profondeur de ceux qui restent à la surface. En solitude, l'esprit entre dans un rythme différent, moins impulsif, plus délibéré. Les priorités s'ordonnent, l'urgent perd du poids face à l'important et cette réorganisation interne a des effets durables. Les décisions cessent de se baser sur la pression externe et commencent à répondre à des objectifs clairs. Cette concentration n'est pas innée, elle s'entraîne. Elle exige de renoncer à des gratifications immédiates et d'accepter des périodes d'apparente stagnation, mais ceux qui persévèrent développent d'un avantage cumulatif. Chaque session profonde renforce la suivante, chaque interruption évitée renforce la discipline. Avec le temps, cette capacité devient visible, non parce qu'on l'annonce, mais parce qu'elle se manifeste par des résultats constants, par une clarté mentale, par des actions alignées, par un sentiment de direction qui ne dépend pas du chaos extérieur. Arriver à un point où l'on a besoin de personnes pour survivre émotionnellement ne signifie pas rejeter les autres, cela signifie avoir construit une base interne solide. Les personnes qui aiment la solitude ne dépendent pas de la validation constante ni du soutien immédiat pour rester debout. Elles ont appris à se soutenir par elles-mêmes. Cette autosuffisance ne naît pas de l'orgueil mais de l'expérience, d'avoir traversé des moments difficiles en silence, d'avoir pris des décisions sans applaudissements, de s'être trompé sans témoin. Dans ce processus, la confiance cesse de s'appuyer sur l'opinion externe et se déplace vers son propre jugement. Quand quelqu'un n'a pas besoin des autres pour se sentir complet, ses relations changent de nature. Il ne cherche plus à combler des vides, mais à partager à partir d'un choix. Il ne s'accroche pas, il ne supplie pas, il ne tolère pas de liens qui l'épuisent. La solitude lui a appris que la paix intérieure est bien plus précieuse qu'une mauvaise compagnie. Ce type d'indépendance redéfinit également la peur. La peur de l'abandon perd de sa force quand on a prouvé que l'on peut continuer seul. La perte fait mal, mais elle ne détruit pas. L'absence dérange, mais elle ne paralyse pas. Cette stabilité intérieure génère un calme qui se perçoit même de l'extérieur. Beaucoup de gens évitent la solitude parce qu'ils craignent de découvrir qu'ils ne savent pas qui ils sont sans les autres, mais ceux qui la traversent consciemment sortent renforcés, avec des limites claires, avec des priorités définies, avec une identité qui ne fluctue pas selon l'environnement. N'avoir besoin de personne ne signifie pas s'isoler du monde, cela signifie pouvoir choisir quand partager, avec qui et jusqu'où. Cela signifie que la présence de l'autre s'ajoute mais que son absence ne brise rien. C'est la différence finale entre ceux qui craignent d'être seuls et ceux qui apprécient de l'être. Les uns cherchent un refuge, les autres ont construit un foyer intérieur, et à partir de là, tout change.
Au bout du chemin, la solitude cesse d'être une absence et devient une présence silencieuse mais puissante. Ce n'est plus quelque chose que l'on subit, mais quelque chose qui nous accompagne. Pour ceux qui ont parcouru ce processus, être seul ne signifie pas être incomplet, mais être en équilibre. La société enseigne souvent que le bonheur dépend du fait d'être entouré de monde, de liens constants, de bruit émotionnel. Mais ce parcours démontre le contraire. Il y a des gens qui trouvent la clarté est précisément quand le monde se tait. Dans la solitude, ils découvrent ce qu'ils désirent, ce qu'ils rejettent et ce qu'ils ne sont plus prêts à tolérer. Rien de tout cela n'arrive du jour au lendemain. C'est un processus lent, parfois inconfortable, voire douloureux. Il exige de s'affronter soi-même sans distraction, d'écouter des pensées que l'on évite normalement, d'accepter des vérités qui ne sont pas toujours agréables, mais ceux qui traversent cette étape en ressortent avec une force qui ne dépend pas de circonstances extérieures. La solitude bien comprise ne crée pas de froideur, mais de la profondeur. Elle n'éteint pas l'empathie, elle la rend plus consciente. Ces personnes ne se ferment pas au monde, elles ne se donnent simplement plus sans raison. Elles ont appris que toute proximité n'est pas connexion et que toute compagnie n'est pas un soutien. C'est pourquoi, quand elles choisissent enfin d'être avec les autres, elles le font par liberté et non par nécessité, dans le calme et non par peur, dans l'authenticité et non par manque. Et cette différence se remarque, c'est le point final que beaucoup ne parviennent pas à comprendre. Aimer la solitude n'est pas rejeter les gens, c'est s'être d'abord trouvé soi-même. C'est savoir que la paix intérieure ne se négocie pas, que le silence peut être un refuge, et qu'être seul est, parfois, la façon la plus honnête d'être complet. La véritable force ne fait pas toujours du bruit, parfois elle reste simplement en silence et elle résiste.